Petit plaisir du jour quand une très jolie marque de prêt-à-porter française pour qui tu as fait des protos en quelques jours. Le chef de prod, enfin la chef de prod t'envoie un texto et te dit les modèles de collection sont impeccables. Voilà. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Dans ce format sur la route, je vous emmène à la rencontre des actrices et des acteurs du changement dans l'industrie textile. Comment fabrique-t-on des vêtements éthiques ? Concrètement, ça veut dire quoi de s'engager au quotidien pour un monde meilleur ? Il y a 2 ans environ, j'ai rencontré Marion. On s'est donné rendez-vous un matin dans un café car elle voulait me parler d'un projet un peu fou qui lui trottait dans la tête. J'ai tout de suite été séduite par son énergie positive. Elle fait partie de ces personnes qui parviennent à nous embarquer dans leur aventure, qui ont une force contagieuse. Elle m'a dit qu'elle souhaitait créer un atelier de confection à Paris. 1 an plus tard, son projet était né. Fin 2020, Marion m'a ouvert les portes de son atelier parisien niché dans un hangar. Après avoir grimpé un escalier un peu sombre, on pénètre dans une immense salle de 200 mètres carrés, aux fenêtres calfeutrées pour que les couturières ne soient pas dérangées par l'ombre du soleil ou par la chaleur. Marion m'a fait visiter cette pièce pleine de bruit de machines, de rires, de concentration, d'échanges, de piles de vêtements et de fils aux couleurs infinies. J'ai été fascinée par ce monde qui s'ouvrait devant mes yeux. Je vous laisse plonger dans les coulisses de la fabrication parisienne et je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, ça va et toi ? Bonjour. Comment ça va ? Bah bien. Ouais. Du coup, tu te souviens, je sais pas s'il y avait Orlane quand tu étais venue la dernière fois, qui est apprentie depuis septembre, je pense pas. Non, du coup, je pense pas. Oui, on s'était rencontrés, bonjour. Voilà, t'as tout le monde. Et il y a Yelena que tu n'avais pas vu Bonjour. qui a remplacé Sima. D'accord, enchantée. Chloé qui est journaliste. Voilà. Et tout le monde, Rodica, Lee et Yoann. Très bien. On va se mettre dans mon Génial. Tu veux un café ? Non, c'est gentil. Merci. Trop bien. Moi, je suis Marion Nerguézian, j'ai 32 ans. Je suis la créatrice d'Atelier Gasparine, une marque de robes de mariée, et depuis janvier d'Atelier Masla. C'est un atelier de confection qu'on a monté avec mon associé Slavisha, qui lui a 54 ans. Moi, j'ai d'abord commencé par faire les robes moi-même. Et je me suis rendu compte que j'étais pas très bonne en couture, donc il fallait trouver des gens pour les faire. Donc j'ai d'abord eu des tout petits ateliers, on dirait juste une couturière, 3 personnes. Et ça, c'était trop cher. Ça veut dire que ça me faisait faire des robes de mariée trop chères. Donc j'ai cherché des ateliers de confection un peu plus prêt-à-porter, notamment parce que j'allais plus vers le demi-mesure. J'en ai visité des dizaines. C'était sordide. C'était sordide parce que les trucs qui étaient bien, c'était hors de prix. Et les trucs qui étaient à des prix raisonnables, mais c'était le Bangladesh. C'était horrible. Enfin, le Bangladesh, au sens pas Rania Plaza, mais pas loin, quoi. Et j'en ai trouvé un pas mal. J'ai fait fabriquer mes robes pas mal de temps là-bas, et puis ça a été compliqué parce qu'en fait les gens sont pas déclarés. La propreté, n'en parlons pas. Tu vois, t'es venu ici, c'est propre, c'est clair, les gens ont des papiers. Ils ont des salaires, ils ont des fiches de paye. Non, mais c'est vraiment, c'est le Moyen-Âge, quoi. Et ça, je peux pas. Et puis, quand on fabrique des vêtements, il faut les traiter correctement. Ici, t'as rien vu qui traîne par terre, tout est sur cintre, les blancs sont sous housse. Enfin, moi, j'ai récupéré des robes avec des traces de pieds dessus, de robes de mariée que tu vends 2000 € avec des pieds, une chaussure, quoi. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et je me suis très bien entendue. En fait, j'ai débauché le chef d'atelier de l'atelier où je faisais fabriquer, qui lui, donc Slavisha, il est arrivé en France il y a 40 ans. Il est serbe et ça fait 40 ans qu'il travaille dans la confection. Et du coup, lui, il me disait, non mais moi je peux pas, j'aime pas l'admin, j'aime pas la compta, je suis pas commercial. Et je lui dis, mais ouvre-le. Puis un jour, il me dit, ok, si tu viens avec moi.
J'ai fait tapis, c'est poker. Ok, et bah pas de problème. Et du coup, je suis rentrée à la maison et moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est directeur financier d'une startup, mais qui est assez bon en tout ce qui est business plan et autres trucs de cet acabit, sur lesquels je suis pas mauvaise, mais qui sont moins ma passion. Et en fait, le soir, je lui dis, écoute, mon cœur, on va pas faire un 3e enfant. On vient de monter une 2e boîte, hein. Et du coup, on a fait un BP et puis on a aligné les chiffres et on s'est rendu compte que ça allait pas être facile, mais qu'en fait, tu pouvais gagner ta vie correctement là-dessus. Et puis surtout, moi, ça me chauffait grave, quoi. Donc voilà comment on en est arrivé à monter un atelier. C'était il y a 1 an, on a regardé avec Slavisha qu'on a décidé de monter ça. En fait, quand je me suis mis à fabriquer des vêtements, je me suis rendu compte que c'était compliqué de fabriquer des vêtements. Et ça fait 5 ans que c'est dur pour moi d'acheter des vêtements. Je fais hyper attention à ce que j'achète. Je suis devenue compliquée, quoi, pour acheter des vêtements. Je suis pas écolo à la base. Je suis pas, mais j'ai envie de bien faire et j'ai envie de. Je peux pas donner de l'argent à des gens qui font du travail de merde. Je peux pas donner de l'argent à des gens qui réfléchissent même pas aux matières que j'utilise. Je peux pas donner de l'argent à des gens qui font fabriquer dans des pays où c'est des enfants qui travaillent. Parce que vraiment, il y en a où c'est des enfants qui travaillent. Donc c'est compliqué. Et c'est petit à petit. C'est des lectures, c'est écouter ton podcast, c'est décortiquer les vêtements, le nombre de vêtements que j'ai décousus. C'est voilà. Et si tu veux, c'est compliqué, quoi. C'est après, tu deviens chiant, quoi. Enfin, tu deviens chiant sur certains sujets, quoi. Mais malgré tout ça, il faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser parce qu'en fait, vivre dans la culpabilité, c'est pas possible. Ici, on est à Cap 18, dans le 18e. On est dans Paris. Et donc, nous, on a, depuis janvier 2020, donc 1 an à peine, ouvert cet atelier. On était 2 à la base, Slavisha et moi. Et puis, Rodica nous a rejoint très vite, début février. Et depuis, là, on est 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on est 8. Donc voilà, c'est pas mal. Ça change un peu tous les jours parce qu'en fait, comme on a ouvert un atelier sous Covid, on n'a pas vraiment pu s'organiser comme on devait faire initialement. Mais en gros, un atelier... Enfin, d'abord, avant d'expliquer exactement l'atelier, il faut juste expliquer que pour faire un vêtement, c'est-à-dire uniquement quand on le fabrique, on part du tissu et à la fin, on arrive à un vêtement. Entre-temps, il y a quelques étapes. Donc, en fait, c'est un peu ça qu'on va montrer aujourd'hui. Donc, quand on rentre, on a tous les tissus de tous les clients. Parce que on reçoit le tissu du client. Là-bas, au bout, tu vois Slavisha sur l'ordinateur et là, tu as le traceur. Et en fait, c'est pour imprimer les patronages. Parce qu'un vêtement, c'est pas comme les petites souris dans Cendrillon. Il faut un patronage pour le faire. Et donc, une fois qu'il a imprimé le patronage, donc tu vois, si tu viens là, ça s'imprime. Là, tu as un patronage. Tu vois, tu as Orlan qui est en train d'imprimer un petit patronage. Et donc, ce patronage-là, on va aller ici mettre le tissu. Ça, c'est la table de coupe. La table de coupe, c'est un objet qui a été compliqué à trouver, une grande table de coupe. C'est une table, elle se soulève comme ça. Là, tu as des crochets et tu vas pouvoir mettre plusieurs épaisseurs de tissu. Ça s'appelle un matelas. Un matelas, ça permet de couper plusieurs tailles en même temps, plusieurs pièces en même temps et donc de gagner du temps. En gros, pour ne citer aucun nom, quelques marques de fast fashion vont couper 200, 2000 pièces en même temps au laser. Nous, on coupe entre 1 et 10 pièces par épaisseur. Donc voilà, on peut faire des matelas à tout fin, comme des matelas avec 20, 40 épaisseurs de tissu. C'est là où on gagne un peu de... C'est là où il y a des économies d'échelle, parce que plus on coupe, plus on gagne de temps. Après, le montage et les finitions, on gagne un peu moins de temps, mais... Néanmoins, on en gagne. Donc là, en fait, ici, tu vas avoir la table de coupe. Ici, c'est le bureau de Slavisha. Donc, tu as son bureau. C'est là où c'est lui. Donc, Slavisha, c'est mon associé qui est chef d'atelier et coupeur. Et du coup, c'est lui ici qui va couper. Tu vois, ici, on va avoir nos ordres de coupe. Là, tu as quelques patronages qui sont carton ou papier. Ça, c'est plutôt pour les prototypes. Parce qu'avant de les numériser, on va d'abord faire un prototype. Et ensuite, une fois que le client a validé le prototype, on va numériser le patronage, on va le faire en extérieur. On espère un jour pouvoir avoir un studio et avoir des modélistes, des patronniers et tout ça. C'est dans les objectifs. Et donc, en fait, ensuite, quand on a imprimé ce patronage, on coupe. Et donc là, c'est des éléments qui vont ensuite partir au montage. Je vais te montrer.
on les sépare par taille, par modèle. Pour qu'ensuite, chacune des mécaniciennes ait son tas. Donc là, tu vois, par exemple, tu as Rodica qui est en train de préparer des pantalons. Elle avait son tas avec ses tailles de pantalons. Donc ça, c'est vraiment quand elle monte le vêtement. Donc là, par exemple, tu vois, tu as chacune qui a son tas. Et là, tu as par exemple Lee qui est sur un prototype. Donc ça veut, ou une tête de série. Bon, là, en l'espèce, c'est une tête de série. Ça veut dire que c'est le premier modèle qu'on va faire avant de lancer la série pour que le client le vérifie et dise « Ok, c'est bon, go, tu peux en envoyer X. » Ok ? Donc là, on a chacune leur poste. Donc, tu vois, c'est assez bien organisé. Ici, c'est la table où on prépare, justement, on sépare ou alors on fait les finitions. Et là-bas, tu as Yelena qui fait tout ce qui est repassage. Je vais t'expliquer pour le repassage. En fait, il y a quasiment autant de temps de montage que de repassage. Parce qu'en fait, on ne repasse pas qu'à la fin, on repasse à plein de moments. Là, par exemple, elle est sur une veste. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est une veste. Et du coup, elle est en train de préparer, tu vois, la veste. Donc ça, c'est la parementure de la veste. Et là, si elle la repasse pas bien, il faut qu'elle la casse. Il faut qu'elle prépare tout pour qu'elle ensuite... Bon, là, il n'y a pas de doublure dans celle-là, mais potentiellement, il pourrait y avoir la doublure qui est intégrée. Enfin, voilà, il y a énormément de repassage. Et donc, en fait, il y a des étapes où les filles montent, ça part au repassage, elles recontinuent de monter. Et ensuite, il y a tout ce qui est repassage final, avant livraison. Donc, le repassage, c'est très, très, très important. En gros, dans la conception d'un vêtement, il y a, une fois qu'il est développé, coupe, montage, repassage au milieu, repassage final, finition. Les finitions, ça va être les poses de boutons, les boutonnières, les petits ourlets faits à la main, la pose, par exemple, la pose des petits boutons les boutons en rab. Et ensuite, il y a tout ce qui est packaging. Donc le packaging, ça va être le moment où on va mettre les vêtements dans le blister, on va mettre l'étiquette, on va mettre tout ça, pour qu'ensuite, nous, on aille livrer aux clients ou qu'ils viennent le chercher. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que nous, pour l'instant, on ne fait pas de développement. Ça veut dire on ne va pas faire de patronage sur les choses. Mais une fois qu'on a le patronage et le tissu, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ça. D'autres éléments qu'il peut y avoir. Donc là, par exemple, tu vois, je t'avais montré la dernière fois, c'est tous les fils. À chaque fois qu'on fait un vêtement, il faut qu'on vérifie la gamme de couleurs et qu'on prenne les fils en question. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plein de couleurs différentes. Là-bas, c'est tout ce qui est fourniture. Chaque client va ramener ses zips, ses étiquettes, ses puces de taille, voilà, tous ces éléments-là. Là-bas, tu as mes robes de mariée qui dorment. Donc voilà. Et sinon, là, c'est les tissus d'un client qui viennent d'arriver. Et tu as aussi une salle de repos parce que c'est un travail qui est physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en présentiel en ce moment. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas travailler de chez eux. Donc en fait, ce qui est important, c'est que les gens ils soient plutôt bien. Et donc là, on a une salle de repos pour le déjeuner, pour tout ça. C'est une salle qui est calme. Je crois que c'est l'endroit qui est le plus éclairé de l'atelier. C'est le plus agréable. Et puis là, tu as mon bureau où moi, je fais en ce moment beaucoup d'admin. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une circulation fluide. Et c'est pour ça qu'il y a cette table centrale et autour, on tourne pour aller aux différents pôles machines. En fait, la confection, ça prend de la place. Tu l'as vu, la table de coupe, elle fait 6,80 m. L'autre table, elle fait 4,80 m. Il y a beaucoup de machines. Donc, en fait, on a cherché un lieu. Et là, Slaviša a été incroyable là-dessus. Parce que comme lui, il a travaillé entre Pantin, Aubervilliers, le 18e pendant longtemps, il a appelé tous les mecs qu'il connaissait. Et on a trouvé ce lieu. Donc, on est arrivé, c'était un rectangle. Enfin, un carré plutôt. Et on s'est dit... et là, il m'a dit, mais je vois ça, soit... Et moi, pourtant, j'ai une bonne capacité à me projeter, mais je suis là... Ok, bon, je te fais confiance. Et ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, c'est des zones qui sont sous l'égide de la mairie. Et du coup, il fallait un dossier, valider le dossier. Enfin, il y a les problèmes de cabis, de machin, tout ça. Donc, en fait, on a visité ce lieu, je crois, le 1er novembre. Et en fait, on a eu les clés que le 17 janvier. Donc, en attendant, on a ramé. On a commencé à appeler des gens en disant « Et toi, la confection ?» Donc... J'ai appelé Charlotte de Patine, j'ai appelé tous les gens que je connaissais en disant vas-y, ça t'intéresserait toi, est-ce que pour savoir si on doit se lancer, qui on peut aller chercher, sachant que j'avais mes robes de mariée à fabriquer, donc ça allait, je savais qu'au début je pouvais fabriquer sur mes robes et tout le monde était super chaud, mais vraiment tu sais
ce truc quand tu lances un projet où les gens sont là, ah ouais, c'est cool, puis t'as les trucs où les gens ils disent, mais c'est dingue. Et en fait, je me suis dit, bon, là, on a un truc. Et donc, on a attendu d'avoir le local. Et puis, après, on a cherché aussi des ouvriers qui voulaient bien être déclarés, qui ont des papiers. Donc voilà, on a trouvé. Rodica, elle avait travaillé dans un des ateliers avec lequel, moi, dans lequel j'ai fait fabriquer des robes et avec qui Slaviša a travaillé. Donc, il l'a appelé. Et puis, ça s'est fait au bouche à oreille. Et du coup, on a vraiment commencé à travailler le 1er février 2020. Et puis, on a fermé le 16 mars. Mais honnêtement, franchement, tu vois, en un an, quand je vois ce qu'on a fait là, quand j'arrive ici, j'ai un regain de putain, t'as vu ce que t'as fait, quoi. Enfin, ce qu'on a fait tous là, c'est vachement bien, quoi. Donc ça, c'est cool. Surtout en ce moment, ça fait du bien, tu vois. En gros, j'ai fait des appels sur Instagram, sur Facebook, sur les copains. J'ai eu de la chance, on a racheté des machines d'un atelier qui fermait. En gros, on s'était dit, on a regardé. Le neuf, c'est pas possible. Le neuf, c'est hors de prix. Et puis, ça sert à rien. C'est une machine bien entretenue, qui a bien travaillé. Elle dure 40 ans, quoi. Donc, en fait, on a acheté de l'occasion. Mais faire un parc de machines, ça a été sportif, quoi. Heureusement que Slaviša... on a appelé partout. Faire des vêtements, c'est du loyer. En fait, il y a du CAPEX et de l'OPEX. Donc, le CAPEX, c'est des investissements. L'OPEX, c'est le courant. Le CAPEX ici, ça a été de signer, t'as ta caution qui est immobilisée, et t'as des choses à acheter. On a acheté beaucoup de choses. On a fait des travaux. Donc là, on est, je sais pas, j'ai pas complètement fait mon Excel, mais je pense qu'on est sur un petit 80 000 € de CAPEX. Donc ça, c'est ce qui a été investi. Et après, il y a les OPEX. Ici, ce qui coûte cher, c'est le loyer et les salaires et les charges. Parce que on est en France, on paye des charges et ce qui est normal, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ton loyer, quand tu dis à quelqu'un je te paye 1006, en vrai, il te coûte 2008. Donc moi, chaque jour travailler ici, enfin même pas travailler parce qu'en fait les gens, moi il faut que ici il y ait 1000 € de prod qui sortent par jour. Donc tu as 3 mécaniciennes, ça veut dire qu'il faut qu'elles produisent 333 € chacune hors taxe. Voilà. Et donc, quand moi j'ai des marques qui me disent je veux sortir une chemise à 15 balles, j'ai envie de lui dire tu sais quoi, tu vas rester là et tu vas voir que là, rien que couper et à peine monter, ta chemise elle a déjà coûté 20 €. Et donc, nous on essaye d'être au plus juste, mais oui, au Portugal il y a moins de charges par exemple. Après, tu as du transport. Et là, c'est là où moi je vais t'expliquer pourquoi nous on a une place à fabriquer en France, c'est que tu es prêt. Nous, là, on travaille avec Jessica de Septem. Quand elle a un proto à faire, on lui fait en une semaine. Elle vient l'essayer ou elle fait venir en une semaine, on a fait un proto. En une semaine, on peut faire un proto et lancer une prod, quoi. La prod, c'est pas une semaine, mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt, c'est la proximité. Tu vois, t'as pas à aller à Porto, à payer ton hôtel, à payer ton aller-retour, à potentiellement payer la mannequin qui doit venir sur place, à parler la même langue que la personne, même si ici on parle toutes les langues, parce qu'il y a des gens de toutes les nationalités, mais oui, ça coûte cher de faire en France. Ça coûte cher, et ça coûte cher de faire en France et bien. Ça coûte cher de faire en France et de payer les gens. Ça coûte cher de faire en France et de payer les heures supplémentaires. Voilà. Ça coûte cher. Mais c'est pas si cher. En vrai, c'est pas si cher. Si tu mets bout à bout, c'est pas si cher. Si tu mets bout à bout le fait que t'es pas loin, que c'est rapide, que t'as confiance et que tu peux communiquer. Et donc, ton taux d'erreur est beaucoup plus faible, ton temps de développement d'un produit est beaucoup plus petit, tes coûts de livraison sont beaucoup plus petits. Et en fait, il faut penser dans sa globalité. Si tu veux, dans la fabrication d'un vêtement, tu as le tissu et la confection. Nous, les tissus sont amenés par les clients. Donc là, les tissus sont pas forcément made in France. D'ailleurs, il y a assez peu de tissus qui peuvent être made in France complets. Tu as peut-être ceux de bonne facture pour qui on travaille parce que leur lin est français ou belge. Mais disons qu'il faut que, pour que tout soit made, si on dit 100% made in France, il faut que ton fil, ta graine, ton truc de base est poussé en France et été filé, tissé, teint, machin en France. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas toute cette industrie-là. Mais donc, il y a les tissus. Le made in France, pour moi, mais moi je suis radicale là-dessus, ça veut dire que de la coupe jusqu'à l'empaquetage, c'est fait en France. Ce qui n'est pas le cas dans la réglementation. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces étapes. J'exagère un peu en disant si tu mets 3 boutons, tu peux dire made in France, mais c'est pas loin. Sachant que dans la réglementation, tu n'es pas obligé complètement de mettre où c'est fabriqué. D'ailleurs, tu vois des trucs marqués
designées, enfin je sais pas, moi j'ai pété une durite sur des fringues Cyrillus que j'ai acheté à mon fils parce que ils avaient fait une campagne sur le seconde main, le machin, tout ça. J'ai acheté des trucs, c'est marqué designé en France, c'est fait au Pakistan ou Bangladesh, enfin j'en sais rien, mais vous êtes sérieux les mecs? Donc le Made in France, si tu veux, ça veut dire que tu fais depuis la coupe jusqu'à la livraison, c'est en France. Enfin, jusqu'à l'empaquetage, c'est en France. Et donc, il y a aussi, donc t'as tes fils, enfin tes tissus et t'as tes fournitures. Nous, on essaye de trouver des fournitures européennes, machin, tout ça. Mais pareil, ton zip qui est fait en Europe et ton zip qui est fait en Chine, ça va du simple au x10, tu vois. Les fils, là, pour l'instant, nos fils, on est que sur des fils asiatiques. On essaye de passer petit à petit sur les fils français, mais ta bobine de 100 mètres, là, de 200 mètres, il y en a un qui coûte 1,50 €, l'autre 4,50 €. Quand tu fais un vêtement, s'il y a du surjet dessus, il te faut au moins 3 à 5 bobines. Donc en fait, tu vois, sur des volumes de tissu, sur des volumes importants, ça s'amortit. Mais quand tu fais des toutes petites séries, ça s'amortit pas du tout. Et en fait, nous, notre sujet aujourd'hui, c'est pour être rentable, nous, et pour pouvoir avoir des prix raisonnables, c'est à la fois d'avoir des gros clients et à la fois d'avoir des petits clients. Nous, on n'a pas de minimum de commandes chez nous, mais par contre, les prix sont dégressifs. Ça veut dire, je dis n'importe quoi comme prix, que personne ne se base là-dessus. Ta robe simple, mettons qu'elle coûte, moi je te dis 50. Mais en fait, 50 €, c'est si tu fais 3 pièces pour 3 tailles. Donc en gros 9 pièces, tu vois. Mais si tu fais 10 pièces, elle va peut-être descendre à 10 pièces à la taille, elle va peut-être descendre à 48. Enfin, tu vois, il y a des multiples. Et il y a aussi le sujet des prototypes. Parfois, moi, quand tu veux développer un vêtement, parfois on te dit, mais vous voyez, il a été fait ailleurs, refaites pareil. C'est pas comme ça en fait. Nous, il y a des étapes, il faut vérifier. Et puis parfois, nous, on peut pas donner un prix comme ça. En gros, il faut on peut pas donner un prix en voyant un vêtement en disant ça va vous coûter tant. C'est pas possible. Il faut voir combien de temps on va mettre pour faire ce vêtement-là. Et du coup, nous, quand on reçoit un client pour une nouvelle commande, on va regarder son produit, on va regarder son patronage, on va regarder son tissu, on va regarder sa fiche technique et on va lui donner une fourchette. Tu vois, je vais te dire là, ton jean, il va coûter entre 40 et 70. Si elle me valide la fourchette, ça veut dire qu'elle est prête à payer jusqu'à 60. Il ou elle est prêt à payer jusqu'à 70. On lance le prototype. Le prototype va nous permettre de fixer. On va dire, ton jean, il est 50. Si tu fais chez nous, ton proto, il sort à 100. Si tu fais pas chez nous, ton proto, il sort à 150. Voilà. Et donc, si tu veux, et ce prototype-là va nous permettre ensuite de faire, c'est un proto conforme. Limite, il y a l'étiquette avec le cartonné. Mais l'idée, c'est d'avoir nous, on a un principe, c'est la très, 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 très haute qualité de ce qu'on fait. Ce qui fait qu'en 8 mois, on marche, c'est parce qu'on n'a rien laissé sortir, où on n'était pas mais vraiment, vraiment sûr de la satisfaction du client. Et le Made in France, c'est, si on veut que ça marche, c'est la satisfaction du client qui doit être avant tout. Et le client étant la marque, hein. Après, il y a le client final, mais si ta prod, elle est bien faite, dans les temps, et qu'elle est, en fait, on peut expliquer le Made in France, on peut expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là. C'est juste ça. Il faut décomposer et expliquer pourquoi ça coûte ce prix-là à faire. Je pense qu'il y a un sujet, il y a Made in France et Made in France. Il y a Made in des caves avec des sans-papiers et Made in notre atelier. Il y en a plein des ateliers comme nous, hein. Et après, il y a aussi, donc moi je trouve ça bien. Après, il y a un sujet, c'est que les gens qui travaillent dans d'autres pays, ils ont aussi besoin de travailler. Je travaille pas à l'OCDE, donc j'ai aucune vision macro de comment fonctionne le monde et l'économie mondiale. Peut-être qu'il faudrait que les Indiens fassent des fringues pour les Indiens et que les Chinois fassent des fringues pour les Chinois. Tu vois, j'en sais rien. Mais c'est sûr que en faisant fabriquer en France, on fait plus fabriquer dans ces pays-là, et ces pays-là ont besoin de travailler. C'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de dire que fabriquer en petite quantité des vêtements faits en France, qui vont être vendus à des gens qui habitent en France, on a quand même moins de kilomètres. On produit moins, on a moins besoin de faire de stock, donc en fait, on peut faire des réassorts. C'est pour moi quelque chose qui est plus durable et c'est quelque chose qui est plus sain. Et le regain du Made in France, moi, je trouve ça bien, mais il faut que ce soit du vrai Made in France. Il faut que ce soit du Made in France, Made in, je paye mes salariés, Made in, mes salariés ont des papiers. C'est ça, en fait. Et le sujet, aujourd'hui, il est humain. Et il y a le Made in France Paris et le Made in ailleurs. Les deux ont la même qualité, évidemment, mais c'est que simplement que le Made in Paris, ça coûte plus cher
parce que les loyers sont pas les mêmes que si t'es au fin fond de la Moselle. Voilà. Et l'intérêt, c'est aussi la proximité. Donc c'est vraiment, pour moi, le Made in France, c'est le Made in doigt sur le pantalon en termes de légalité et le Made in qualité. Voilà, c'est ça que ça veut dire le Made in France. Aujourd'hui, quand on dit, je te dis un prix comme ça, mais mettons qu'on dise ton pantalon, il sort à 40 €. Donc pour la marque, elle va acheter chez moi la fabrication du pantalon 40 €. Ce prix-là est hors taxe. Et en fait, là-dessus, il faut qu'elle ait fait rentrer, donc la marque, il faut qu'elle ait fait rentrer ses tissus, ses fournitures, il faut qu'elle ait fait rentrer son développement, parce que par exemple, un développement de patronage, c'est ce sur quoi on aimerait bien se développer nous. Un patronage à développer, ça coûte entre 400 et 1000 €. Oui, parce qu'en fait, il y a des heures de travail de développement de patronage. Donc ça doit être amorti. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que quand tu as un modèle qui marche, tu vas le refaire dans d'autres couleurs, parce que tu amortis ton coût. Et donc en fait, quand on fait fabriquer 40 balles dans le 18e à Paris, évidemment que ta pièce, t'es obligé de la vendre 200 €. Mais si tu veux, ta pièce qui a été faite dans un beau tissu, bien développé, fabriquée correctement à Paris, normalement tu la gardes 10 ans, tu vois. Enfin, j'exagère sur le 10 ans, mais c'est le vrai sujet, c'est que ça coûte cher. Et en fait, les gens se rendent pas compte du prix que coûtent les choses. Et quand je te donne un exemple, moi, quand j'ai commencé à vendre mes robes de mariée et que je les vendais 2000 €, on me disait tu te fais 2000 €. Alors non, mec, 2000 € TTC. Tu passes au hors taxe, t'enlèves les coûts de prod, t'enlèves les coûts de confection, t'enlèves le coût de développement, t'enlèves ok, merci, il me reste 40 balles. J'exagère sur les 40 balles, mais c'est un vrai sujet. Et en fait, j'ai vu des marques genre Maison Cléo qui ont tout dit combien ça coûtait de faire les choses. Alors, c'est compliqué de dire exactement combien coûtent les choses, mais c'est un vrai sujet entre ton développement, donc le patronage, ton tissu, ta confection, tes fournitures, ta communication, ta distribution. Parce que si tu revends à quelqu'un d'autre, il faut bien que cette personne, elle se fasse de l'argent aussi. Donc voilà. Donc c'est un vrai sujet, la marge. Et donc nous, on essaye de comprendre combien elles vont vendre et quel est le positionnement de gamme. Parce que parfois, on essaye de simplifier une prod, on va simplifier des finitions. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. Ce sera juste des choses plus simples. Et ça, c'est un vrai sujet. Et nous, on essaye de travailler avec les marques pour que les choses sortent à un prix qui leur permette de le vendre et de gagner de l'argent et du coup de retravailler avec nous. Il y a une vraie collaboration avec les marques et il y a une vraie franchise, il y a une vraie honnêteté dans la façon dont on travaille avec les marques. Dans 10 ans, Atelier Masla, ce sera une super boîte où on fabrique des vêtements aux besoins du client. Voilà. Et franchement, je le formule comme ça, c'est drôle, je l'avais jamais formulé comme ça, mais si je me dis ça tous les matins, mais je peux me lever, quoi. Et c'est trop cool. Merci à Marion de m'avoir reçu pour ce reportage et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.